Il y a un historique des relations entre la justice et la politique qui remonte finalement à la Révolution française, puisque sous l'Ancien Régime, les parlements avaient un rôle judiciaire et ils enregistraient ou non ce qu'on appelle un lit de justice, les décrets, les édits publiés par le roi. Et Louis XVI a été un des rois les plus réformateurs, notamment il voulait réformer les finances publiques pour moderniser la France, rééquilibrer le budget. Et les parlementaires, en tant que juges, censuraient systématiquement ces décisions et empêchaient la France de se moderniser. Et donc les révolutionnaires, par une loi des 16 et 24 août 1790, ont dit que les juges judiciaires ne pouvaient absolument pas se mêler des affaires politiques et notamment des décisions des politiques. Et je rappelle la formule qui est très forte: les tribunaux ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque façon que ce soit les opérations des corps administratifs. Et il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour qu'il y ait un contrôle, par le Conseil d'État notamment, des décisions de l'administration, et 1958 pour qu'il y ait un contrôle par le Conseil constitutionnel de la loi. Donc il y a une très grande méfiance vis-à-vis des juges, comme en quelque sorte un petit peu réactionnaire et bloquant les réformes. Et c'est resté, mais maintenant sous une autre forme, à savoir qu'on trouve que les juges donnent beaucoup trop de leçons aux politiques. Alors, il y a des juges qui font de la politique. Alors ça, c'est très dangereux. Je parle évidemment du syndicat de la magistrature, qui prend des positions qui dérogent au principe d'impartialité. Et je pense qu'un jour, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a un pouvoir disciplinaire, devrait vraiment prendre les sanctions qui s'imposent dans certains cas. Ça n'est pas encore le cas, puisque le Conseil supérieur de la magistrature, en général, se déclare incompétent pour sanctionner des juges qui sortent de la route en prenant des positions carrément politiques qui rompent leur devoir de neutralité, qu'on appelle l'impartialité du juge, qui est d'ailleurs un principe constitutionnel et qui est affirmé et réaffirmé au fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il y a un autre élément qui est qu'en dehors même de la politique, il y a eu une certaine évolution dans une société un petit peu agitée, un peu fracturée, qui est d'essayer de faire de la morale, c'est-à-dire de tacler, de réprimander les puissants, dans lesquels on range, ou certains juges rangent les politiques, et au contraire d'être un petit peu plus indulgent avec les gens, entre guillemets, et sans mépris, ordinaires, y compris des délinquants qui commettent des actes relativement graves. Et c'est cette différence et cette volonté morale de rétablir un peu une espèce de justice comme un justicier dans la société qui fait que, on a parlé du jugement du tribunal correctionnel de Paris sur Madame Le Pen et l'utilisation des fonds destinés à ses collaborateurs pour financer des collaborateurs de parti, une question qui n'est pas du tout évidente. Et là, il semble qu'il y ait eu un certain débordement et il est normal, par conséquent, que cette décision ait prêté à tellement de controverses, parce que le juge n'a pas à se faire l'arbitre moral. Le juge, il doit appliquer la loi, il doit interpréter la loi, et il doit sanctionner à son juste niveau ceux qui sortent de la route, c'est-à-dire ceux qui violent la règle commune, c'est-à-dire la loi. C'est le code pénal. Et là, ce type de décision ne va pas dans le sens de ce que je souhaite ardemment, c'est-à-dire une réconciliation entre les responsables politiques et les juges qui doivent vivre ensemble et se comprendre. Le messianisme judiciaire, c'est un terme qui se veut, que j'ai utilisé effectivement et qui se veut assez fort. Pourquoi ? C'est un peu en ligne de ce que je disais à l'instant sur le juge n'est pas là pour moraliser la vie publique, il est là pour appliquer la loi et l'interpréter tout en l'appliquant.
mais il y a une espèce de messianisme qui se fonde sur les droits de l'homme, et des droits de l'homme universels qui assimilent l'individu et le citoyen. Et toute la jurisprudence, qu'elle soit judiciaire ou en matière d'immigration, illustre ce que je considère comme une dérive, comme un danger, parce que vous ne pouvez pas accorder les mêmes droits de l'homme à un étranger qui est en situation irrégulière et à un national ou à un étranger qui est en situation régulière. Et l'effacement, disons, des positionnements distincts par rapport à la loyauté vis-à-vis de l'État, soit qui vous accueille comme étranger, soit dont vous êtes un ressortissant, ça me paraît très dangereux. Je donne un exemple. Le Conseil constitutionnel a décidé que les terroristes condamnés à de lourdes peines de prison pour avoir appartenu à Daesh, c'est-à-dire à une organisation terroriste en Syrie par exemple, et avoir commis des exactions absolument épouvantables, eh bien par mesure de sûreté, le Conseil constitutionnel, le législateur, pardon, avait prévu que ces individus pouvaient avoir, sur décision d'un juge, un bracelet électronique pour surveiller leur déplacement pendant 2 ans. Eh bien, le Conseil constitutionnel a censuré cette loi en disant « ça porte atteinte à leur droit à vivre une vie privée et familiale normale ». Oui, d'accord, mais il y a aussi le principe de sûreté qui est un droit de l'homme. Pour le citoyen qui peut être un tout petit peu inquiet qu'on remette dans la nature des individus qui ont commis des actes absolument inouïs. Et je trouve que ce glissement de l'individu abstrait qui est traité exactement comme s'il devait avoir exactement les mêmes droits que celui qui finalement est dans les clous, je trouve que ça c'est un tout petit peu dangereux, et je pense que les réactions de certains partis qu'on appelle populistes ne sont pas à cet égard tout à fait surprenantes.